On est en 1975. Bill Gates doit avoir une vingtaine d'années. Windows, on ne connaît même pas le nom, ça n'existe pas. Et si vous feuilletez la presse informatique, vous ne verrez jamais apparaître le mot dématérialisation. Le grand drame de Fujitsu d'ailleurs. Mais déjà, à l'époque, en 1975, des problématiques liées à la gestion de l'information se faisaient sentir. Parce qu'on avait des bases de données qui géraient des données clients, produits, fournisseurs. Mais dès qu'on avait affaire à des données un peu plus subtiles, à valeur ajoutée, des rapports, des ouvrages, des choses comme ça, eh bien, les moteurs d'indexation n'étaient pas à la hauteur et les outils de recherche non plus. Et de là sont nés ce qu'on a appelé les moteurs de recherche documentaire. On ne parle pas de documents, là, on parle juste de l'indexation. Et un produit a été très connu dans cette décennie-là, de 75 même à 90 à peu près, qui est le produit Texto. Donc on est quand même, en matière documentaire, on a quand même un historique assez important. En 95, Syncom a lancé le produit SynDoc. Alors ça y est, on est dans la GED, Windows est sorti déjà depuis 3 ans, 4 ans, disons. Et puis là, on associe bien évidemment aux bases de données, et notamment documentaires, la gestion des documents. Et SynDoc a été le produit de gestion électronique des documents qu'on a mis sur le marché. Alors de 1995 à 2005, qu'est-ce qu'on a observé sur ce marché? Il y avait deux types de problématiques qui se présentaient. La première problématique, moi j'appelle ça une problématique d'avoir. C'est-à-dire qu'on se posait la question de savoir qu'est-ce que j'ai comme document qui parle de ci, de ça. Est-ce que j'ai des photos qui mettent en valeur le président dans tel événement? Est-ce que j'ai une facture pour tel client qui comporte tel produit, etc. Donc on avait un besoin de mettre dans des silos en fait, d'informations, de mettre cet avoir, comme dit Souchon dans sa chanson Full Sentimental, plein d'avoir dans les armoires. On avait besoin de gérer cet avoir. Et donc ça a donné naissance au système de gel. On mettait des articles de presse, on mettait des courriers, on mettait des factures, on mettait tout ça dans le... Et parallèlement, mais plus tard dans la décennie, plutôt vers 2000, est apparue la problématique de faire. C'est-à-dire, c'était plus savoir, j'ai un document, je le mets quelque part pour l'avoir, en permanent. C'était, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un événement qui se produit, un appel, un courrier, n'importe quoi. Quelles sont les actions que je dois mener par rapport à ça? Et ça a donné naissance donc, au système de workflow, un peu plus tardif, donc, je le disais. Et bien évidemment, les deux systèmes se sont souvent rapprochés, parce que dans un problème posé par un client, vous pouvez avoir les deux problèmes à la fois. Vous vouliez gérer par exemple un incident téléphonique, bon bah c'est du faire. Qu'est-ce qui se passe? Un client appelle, quelles sont les actions qui doivent être menées? Puis au bout, on avait rassemblé un ensemble de documents ou d'informations concernant cet incident. On disait ça serait bien de l'avoir dans un coin pour pouvoir s'y référer si on a besoin. Donc, ça c'était 95-2005. Alors tout ça nous a permis quand même de créer beaucoup de références, puisqu'on a à peu près 800 références en France, dans différents secteurs d'activité, tout ce qui est public, collectivité, services, industrie. Je ne vais pas détailler, mais ça va de la gestion des revues de presse à la culture, en passant par les textes réglementaires au Bureau Veritas, en passant par la gestion des émissions chez Europe 1, la gestion des dossiers à la GEFOS, etc. En éditique, puisque j'ai parlé de l'éditique comme étant notre activité documentaire, on a aussi des belles références, mais là, spécifiquement dans les domaines d'assurance et bancaire. Citons juste BNP Paribas, une de nos dernières références, qui permet aux 30 000 agents de la BNP de pouvoir produire les courriers de manière interactive, parce qu'il y a les modèles existent bien sûr, mais l'agent peut venir personnaliser et renvoyer après ses courriers vers les outils d'impression en fin. 30 000 agents, 15 millions de plis à peu près par an qui sont produits de cette façon. Mais ce n'est pas le sujet l'éditique aujourd'hui. Alors le contexte actuel, on n'est plus en 2005, on est même en 2011. Le constat, c'est que l'information non structurée, ce qu'on appelle l'information non structurée, c'est ce qui n'est pas dans des bases de données. L'information non structurée représente une part très importante de l'information qui circule dans la vie. C'est des courriers, c'est des mails, c'est tous les types de documents avec lesquels vous travaillez tous les jours. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Parce que non seulement il y a la production interne, mais il y a aussi l'externe. Et puis maintenant, avec tous les
les outils où on peut aller accéder de l'information, je veux dire, c'est cette information dont il y a un problème. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà quelques années. Et puis le monde économique dans lequel on vit est difficile. Il est hyper concurrentiel. Et aujourd'hui, l'entreprise a quand même une problématique, c'est de s'adapter. C'est adaptation, rapidité, réactivité. Une entreprise qui ne sait pas gérer ça aura beaucoup de mal, je dirais, à progresser. Plus sur ses problématiques métiers, parce que c'est là où est son cœur d'activité. Et donc, elle se rend compte, elle le savait déjà, mais elle s'en rend compte, il y a une prise de conscience encore plus grande, que l'information a une véritable dimension métier. Et qu'il va falloir la gérer par rapport à ça. Et puis, surtout depuis 2001, mais l'entreprise aujourd'hui est confrontée à des obligations légales, de conformité, à des gestions de règles, à la traçabilité, preuves légales, machin, ceci, là, c'est des choses dont, en 1995, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. J'aime bien cette citation de Dennis Johnson, qui montre bien la problématique de l'entreprise aujourd'hui. Hein. Il va nous falloir démultiplier notre capacité d'exploitation face à tout ce nouveau contexte où les consommateurs en veulent toujours plus, ils souhaitent disposer de produits sans cesse plus innovants. Bien sûr, l'innovation est aussi au cœur de ces problématiques. Et voilà dans quel contexte aujourd'hui s'inscrivent nos solutions. Alors les enjeux, pour les rappeler rapidement, bien sûr optimiser l'accès à l'information, c'était vrai pour la GED. Ça n'a pas changé. On avait, quand on parlait de GED, c'était pour retrouver rapidement de l'information. Mais ça s'est encore renforcé parce qu'il n'y a pas que l'accès. Il n'y a pas que gagner du temps de recherche. Il y a aussi la confiance en l'information. Parce que beaucoup d'informations veut dire qu'il faut qu'on soit sûr d'avoir à un moment donné le bon document, à la bonne version, avec des risques qui derrière peuvent être importants. Donc il y a la notion d'accès à l'information est beaucoup plus grande. Ensuite, on se rend compte qu'on a besoin de répondre, disons, à des besoins croissants de collaboration, de communication entre les collaborateurs. Beaucoup de documents, en fait, le document est une matière première qui est produite aussi par l'entreprise. Je veux dire, et qui fait l'objet d'échanges entre collaborateurs, de participation de différents intervenants. Il va falloir faciliter tout ça, il va falloir donner du poids à tout ça. Bon, les processus métiers et la réactivité de l'entreprise, c'est évident. L'entreprise, elle ne me dit pas j'ai besoin d'un ECM ou d'une GED. Elle me dit moi j'ai besoin que mes process métiers soient agiles, qu'ils se déroulent le mieux possible, avec le moins de risques possible, qu'ils soient fiables, etc. C'est ça la problématique. C'est pas je veux un outil de ceci, de cela. Augmenter la productivité, réduire les coûts, ça a toujours existé. Ça, c'est un enjeu universel. Je dirais même que c'est toujours un des enjeux premiers pour les directions générales. On l'a constaté en écrivant notre livre blanc. Satisfaire aux obligations de conformité, il y a des métiers aujourd'hui qui sont confrontés, qui doivent respecter, je dirais, des réglementations. Par exemple, tout ce qui est marché financier, bon, il y a beaucoup de contraintes. Les entreprises sont obligées de faire attention, donc c'est tous les problèmes de traçabilité. Et quand on parle ensuite de conservation et de sécurité, bien sûr, il y a la conservation liée aux obligations de conformité, au fait de pouvoir amener des preuves, ou du moins des débuts de preuves, d'amener une valeur légale aux documents, probante, pas légale, valeur probante aux documents, mais aussi à tout ce qui est la conservation du savoir-faire dans l'entreprise. Parce qu'on s'aperçoit dans des entreprises que beaucoup de choses sont dans les cerveaux, pas forcément couchées dans des documents ou sur des papiers, et que tout ça, il va falloir le canaliser. Et donc, dans la conservation, il y a deux optiques. Il y a le problème de la sécurité par rapport aux actes de l'entreprise dont elle est responsable, et elle doit verrouiller tout ça, et puis il y a aussi le problème du savoir-faire et du patrimoine de l'entreprise. Cette slide de Marquez remontre bien les enjeux qui avaient été émis par les entreprises. Bon, c'est pas tout à fait dans le même ordre, mais je veux dire, on retrouve, et pas sous les mêmes termes, mais on retrouve, je dirais, les mêmes soucis. Alors, l'ECM répond à ces gens-là. L'ECM, c'est un mot barbare, ça encore. L'informatique aime bien inventer plein de mots comme ça.
Puis pendant 3 ans, 4 ans, on le prend, on l'essore bien, on le tire dans tous les sens, c'est formidable. XML, à un moment donné, c'était... Non, bon, XML, c'est passé dans le... C'est devenu banal. Bon. Alors l'ECM, c'est le grand mot là, des 2-3 dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Enterprise Content Management. Et pour être plus français, ça veut dire la gestion du contenu de l'entreprise. Et quoi qu'encore, quand on parle gestion de contenu d'entreprise, on pourrait philosopher et avoir des discussions, et on le verra sur le slide. En fait, l'ECM, ça c'est l'AIM qui donne cette définition, c'est une traduction mais fidèle. L'AIM dit il faudrait, l'ECM définit les stratégies, les méthodes, les outils utilisés pour saisir, stocker, gérer, conserver, diffuser l'information. Mais vous allez me dire, ça c'est de la GED. Oui, on n'est pas loin de la GED, mais il y a un mot qui change beaucoup. À l'appui des processus d'affaires, processus métier, business process. Quand on parlait de GED, on ne parlait pas de processus métier, on parlait de silos documentaires. Et d'ailleurs, l'ECM gère le cycle de vie du contenu, parce que ce contenu, ce document, il intervient dans les process métiers, donc il faut gérer son cycle de vie. Et c'est le seul objectif de l'ECM, c'est de permettre d'atteindre les objectifs business. Ce n'est pas le plaisir de dire j'ai des documents bien rangés dans un coin. Donc c'est vraiment cette dimension que l'ECM apporte. Alors, mais encore, on peut dire que dans l'ECM, il y a différentes composantes. Alors, bien sûr, il y a des outils de capture en amont sur lesquels je ne vais pas m'étendre puisque Fujitsu en parlera. Bon, il y a tout ce qu'on appelle le document de management, c'est un peu l'ancienne GED, c'est-à-dire on organise des documents, on les range, on les indexe, on se donne les moyens de les retrouver, bon ça d'accord. Il y a tout ce qui va être collaboratif et workflow, le fait que ces documents, c'est des documents d'activité, donc ils ont une vie, ils interviennent dans des process, donc il va falloir orchestrer ces process. Ça peut être des process simples, ça peut être des process de validation, tout ça, mais ça peut être des choses un peu plus complexes. Donc ça, c'est tout ce qui est workflow, BPF, collaboratif. Le record management, on va s'attacher un peu plus au cycle de vie du produit, c'est-à-dire à un document, on va le cartographier, on va définir son statut, en fait, et comment il doit évoluer dans l'entreprise. Est-ce que, par exemple, au bout de combien de temps on peut s'en séparer? Est-ce qu'on doit le détruire? Est-ce qu'on doit le stocker, l'archiver dans un coffre-fort électronique, etc. Enfin, toutes ces questions qui peuvent se poser. Et là où il y a une petite discussion philosophique, justement, c'est sur le Web Content Management. Parce que le Web Content Management, ce n'est pas vraiment de l'ECM, c'est ce qui est normalement toute la gestion du contenu des sites web. C'est-à-dire une entreprise va s'arranger pour que, quand un client va sur son site, eh bien, les choses se présentent selon ses besoins. Donc on va organiser le contenu, on va même le créer en fonction de l'individu. Donc le Web Content Management se détache un petit peu de nos problématiques process. On le garde parce qu'il y a quand même la notion de diffusion, et dans la notion de diffusion, c'est donner l'accès par des portails, par des outils, des interfaces, à toute l'information qu'on peut avoir. Et là où il y a une discussion philosophique, parce que il y a un type qui est un peu connu sur le marché, dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs, qui dit finalement on parle de gestion de contenu d'entreprise, mais c'est un peu un leurre. Contenu, c'est plutôt du site web. On devrait plutôt parler gestion du document d'activité, management du document d'activité. On ne devrait pas parler de CM, c'est un peu large. En fait, nous, le domaine dans lequel on est, c'est la gestion, le management du document